de neuf chez TC39? Jack, qui sait ce qu'est TC39? Ok, donc ce talk n'est pas aberrant. Donc TC39. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est TC39? Les autres. Bah oui, du coup je vais expliquer. Tout le monde connaît ECMAScript. Ouais, ok. Donc, en fait, ECMA, c'est un organisme européen qui est en charge de pas mal de spécifications. Donc, il s'occupe de la spécification du langage JavaScript, mais pas uniquement. Il s'occupe aussi pas mal de choses liées à l'électronique et d'autres encore. Et à l'intérieur de ECMAScript, de ECMA, il y a des comités en fait qui sont en charge de différentes spécifications. Et TC39, c'est le comité qui est en charge de la spécification de ECMAScript. Alors, pas JavaScript parce que c'est déposé, si je dis pas de conneries, par Oracle. Encore le vrai nom, c'est ECMAScript. Et donc, comment fonctionne ce comité? À une époque, en fait, historiquement, ils travaillaient en fait sur une grosse spécification et ils sortaient des versions quand ils estimaient qu'il y avait ce qu'ils voulaient dans une version de JavaScript. Ce qui fait qu'à un moment, on s'est retrouvé avec pas de version pendant 6 ans. Donc là, ils se sont un petit peu remis en question en se disant, mince, notre manière de fonctionner n'est pas terrible. Donc ce qui fait qu'ils ont séparé leur manière de travailler en ce qu'on appelle des proposals. Donc, en fait, ils ont découpé par fonctionnalité, qui chacune a son cycle de vie. Et en fait, tous les ans, une fonctionnalité, si elle est jugée terminée, sera embarquée dans la version de l'année. Ce qui fait qu'on peut avoir des versions avec très peu de fonctionnalités dedans, mais au moins ils garantissent une nouvelle version de JavaScript tous les ans. C'est les versions qu'on appelle depuis ES 2015, on les suffixe avec l'année de la version. Et donc les étapes en fait dans une proposal, elle a un cycle de vie en 5 étapes. Donc il y a Straw Person, c'est en fait j'ai une idée, je propose mon idée et là je suis en attente d'input par rapport à cette idée pour essayer d'un petit peu cadrer où est-ce qu'on veut aller. Et on va identifier ce qu'on appelle un champion pour cette idée. C'est quelqu'un qui va être en charge de suivre cette fonctionnalité et de la faire passer chacune des étapes du cycle de vie de cette proposal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là on va pouvoir passer en stade proposal. Là on va venir écrire un premier document qui a une première version en fait de cette spécification. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer dans la version, donc ce qu'on appelle draft, où là on va venir décrire la syntaxe en fait de cette fonctionnalité, être rentré dans le détail, voire avoir quelques premières implémentations pour pouvoir essayer la fonctionnalité. En candidate, là on va rentrer dans tout ce qui est spécification vraiment détaillée de cette proposition, et il va falloir que ce soit validé par les membres du comité. Une fois que cette spécification est validée par les membres du comité, là on va mettre en place ce qu'on appelle des tests d'acceptance par rapport à cette fonctionnalité, et il va falloir qu'il y ait au moins 2 implémentations qui valident ces tests pour qu'elles passent dans le dernier état qui est finished. Et si on arrive dans cet état, c'est que ça y est, on est prêt à être embarqué dans la version de cette année. Donc là, on va vous présenter des proposals qui sont dans différentes étapes de ce cycle de vie. Juste un petit mot, pour le TC39, aussi une grosse nouveauté, c'est que tout ça est fait de façon très ouverte. Toutes les proposals dont on va vous parler là sont complètement disponibles sur GitHub, et vous pouvez aller les modifier, faire des propositions et jouer avec. C'est assez sympa. Donc c'est complètement open en fait comme process. On va vous présenter quelques propositions qu'on a jugées soit intéressantes, soit qui étaient proches de devenir, d'être réellement dans le userland, dans le langage JavaScript. Il y en a vraiment beaucoup, surtout si on va dans les stages profonds, des stages 0 et 1. Mais voilà, donc c'est vraiment un petit aperçu de ce qui pourrait arriver, et ce qui n'est même pas encore sûr. Premier truc, si vous avez joué un petit peu avec... elle est fausse déjà, ma slide est fausse. C'est bien, ça commence bien. Si vous avez joué un petit peu avec les classes, vous savez qu'une classe en JavaScript, parce que depuis peu on peut écrire des classes de cette manière-là. On ne va pas ouvrir le débat sur c'est bien, c'est pas bien les classes, voilà, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, si vous voulez rajouter des propriétés sur les classes, aujourd'hui vous êtes obligé de le faire dans le constructeur. Donc c'est pas très élégant, c'est pas très facile à faire. Donc demain, on va pouvoir les ajouter directement. Il faut enlever, imaginez qu'il n'y a pas le this, là, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de this.
mais directement class user name égale John Doe. Donc c'est comme ça, on va pouvoir avoir directement un champ, une propriété sur la classe définie de manière directe, sans avoir à passer par cette syntaxe du constructeur. Ce qui n'était pas possible dans une classe aujourd'hui, on peut mettre que des méthodes. C'est pas encore dans ECMA, c'est pas encore dans standardisé. Par contre, c'est déjà dans Chrome. Alors ça, c'est un truc rigolo avec les JavaScript, c'est un langage qui est libre. Enfin, tout le monde peut faire sa propre version de JavaScript, et il y en a plusieurs en fait. Chaque navigateur, chaque moteur de JavaScript implémente sa propre version de JavaScript et peut rajouter, elles ont le droit, tout le monde a le droit de rajouter les fonctionnalités qu'ils veulent. Donc dans V8 par exemple, donc dans Chrome, il y a déjà des choses qui ne sont pas encore standardisées dans ECMAScript. Donc typiquement ça existe déjà dans Chrome. Dans Chrome, vous pouvez jouer avec ce genre de choses, ça marche déjà. Et la plupart du temps, ça marche aussi via des transpilateurs, via par exemple Babel. Toujours, on va rester sur les classes. Un autre petite chose qui arrive, on va pouvoir rajouter des champs privés cette fois. Et la syntaxe est un tout petit peu particulière. En général, en Java ou d'autres langages, on définit les éléments privés, ou en TypeScript par exemple, ça existe, via la syntaxe private. D'accord? Private, on en rajouterait ici un mot-clé private, espace name égale John Doe. Ce qui a été retenu pour ECMAScript, c'est d'avoir le nom de la variable qui commence par un dièse. Alors on aime, on n'aime pas, c'est pas le problème, là. On en parlera après si vous voulez. Voilà, ça a été beaucoup commenté, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça aussi, ça marche aussi déjà dans Chrome. Voilà, donc là, c'est déjà possible de l'utiliser, ou via Babel, c'est aussi possible de l'utiliser. C'est assez simple à utiliser. Dans les faits, aujourd'hui, si on voulait faire ça, il y a plein de façons de le faire. J'en ai mis une, si vous voulez mettre des éléments privés. Il y en a beaucoup d'autres de façons de simuler des éléments privés dans une classe aujourd'hui, sur un objet aujourd'hui, mais ça sera beaucoup plus simple après. Concrètement, ici, si on veut aller chercher la propriété dièse name, JavaScript ici, j'ai mis undefined parce que c'est pas encore très bien défini dans la norme, dans la spec, mais pour Chrome, en fait, ce ne sera pas tout à fait undefined, il va faire une exception, une erreur, il va avoir une erreur qui correspond à un undefined sous stéroïde. Voilà. Autre petit truc qui existe, qui va être ajouté, qui est assez simple, des possibilités d'avoir des champs statiques. Tout le monde, la programmation orientée objet, c'est bon, statique, privé, etc. Je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de définir des propriétés statiques sur une classe. C'est assez facile. Là, évidemment, je me suis bien trompé sur mes slides. Ils ne sont pas vieux, les slides. Ils sont donc, moi, imaginez, c'est dommat.py. Okay, donc, c'est comme ça qu'on peut facilement définir. C'est pas très compliqué. Ça va être encore plus simple de le faire directement dans la prochaine version. Et là encore, ça marche déjà avec Chrome et donc avec V8. Dernier petit truc sur les objets, les méthodes privées. Et les méthodes privées, là, ça devient un peu plus compliqué de faire des méthodes privées. Enfin, aujourd'hui, si on veut faire une méthode privée, une des possibilités, c'est par exemple la sortir de la classe, mais ça veut dire qu'il faut l'encapsuler dans un fichier, dans un module, etc. Enfin, il faut que essayer de sortir ça. Mais c'est faisable. On peut bien simuler, encore une fois, on parle juste de l'ajout de la simulation, d'une méthode privée. Cette méthode internale, là, elle n'existe pas, en fait, elle n'existe pas sur internal. Et puis, si je fais ça, ça veut dire que les appels, il faut que je les bind, si je veux pouvoir utiliser le this à l'intérieur de la méthode. Enfin, donc voilà, c'est faisable, c'est un petit peu compliqué, et de temps en temps, quand on se retrouve à lire ce genre de choses, c'est pas très sympa. Donc, c'est quelque chose qui va être rajouté aussi, les méthodes privées, même principe, toujours la même syntaxe, dièse, devant le nom de la méthode, et ça deviendra une méthode privée. Et du coup, je peux tout à fait utiliser this à l'intérieur sans aucun problème, c'est une méthode comme une autre. Sauf que j'ai encore une fois classe.internal, alors j'ai mis undefined, mais ça sera sans doute pas la même chose que pour la propriété, une erreur qui va être popée. Voilà, on a fait le tour pour un petit peu ce qui va arriver sur les classes. Il y a d'autres choses, je vous invite à aller voir dans TC39, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Ivo ? C'était à mon tour. Alors, il y a des choses,
quand on fait du JavaScript, souvent on est amené à faire un petit peu de programmation fonctionnelle, ou des choses qui s'y apparentent pas mal. Et du coup, on va se retrouver, pour transformer des variables, on va se retrouver à devoir appeler plusieurs fonctions sur le résultat de chaque fonction précédente. Ce qu'on peut voir par exemple là ici avec le exclaim, capitalize et double save. Et en fait, à chaque fois, on prend le résultat précédent et on l'injecte en entrée de la fonction suivante. Donc comme ça, c'est pas très lisible et on a l'habitude d'utiliser des outils annexes du type Lodash. Je pense que tout le monde connaît Lodash ici. Et il y a par exemple la méthode flow qui permet justement, on vient donner en paramètre chacune des fonctions et en dernier, on va pouvoir appeler en fait ce flow sur notre valeur en entrée qui ensuite va descendre à l'intérieur de ces fonctions. Donc voilà, on pouvait faire aussi soi-même avec un reduce sur un tableau de fonctions, c'est des possibilités, mais ce n'est pas des choses qui appartiennent au standard. Donc là, ce que ECMAScript se propose de faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle le pipeline operator, qui du coup va être l'exacte même chose que ce qu'on fait à présent en appelant les fonctions les unes après les autres. Donc là, ça fonctionne parce que, enfin, ça se lit plutôt bien parce que ces fonctions-là, elles ont exactement la même signature. À chaque fois, elles prennent en entrée une chaîne de caractères et un seul argument. Si on se retrouve à avoir des fonctions qui ont plusieurs arguments en entrée, c'est pas impossible. Plusieurs stratégies s'offrent à vous. Ça, c'est celle qui est mise en avant dans la proposal, à savoir d'utiliser en fait une arrow function et de venir le résultat de la fonction précédente, le réinjecter dans les arguments de la fonction suivante et de donner les autres arguments annexes qu'on a besoin d'utiliser. Une solution aussi, ce serait de purifier en fait l'argument d'entrée et du coup, on pourrait appeler add set et de purifier le dernier argument pour que ça vienne être injecté. Donc il y a moyen de faire des choses peut-être un poil plus élégantes que ça. Voilà. Moi je trouve que c'est un opérateur plutôt sympa et puis il est plutôt lisible. Mais c'est du stage 1, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Les éléments sur les classes que je vais présenter juste avant, c'est du stage 2, donc c'est déjà un peu plus... il y a des chances que ça arrive à un moment. Stage 3 ? Je reviendrai après ce moment-là. D'accord. Pour parler du pipeline. Les décorateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un décorateur ? Ouais, tout le monde ? Ok. Donc je vous explique pas, hein, le principe c'est de pouvoir modifier. D'accord. Alors, je vais sans doute dire des bêtises parce que je ne suis pas spécialiste de trucs, mais l'idée c'est d'attacher une fonction, à une classe ou à une méthode ou à une propriété ou n'importe quel élément d'un objet, enfin d'une classe en fait pour le coup, via une syntaxe avec @expression, c'est juste pour différencier d'une fonction normale, et qui va être lancée au runtime pour pouvoir modifier la classe ou le fonctionnement de la classe. Il y aura des exemples juste après, ça va être un peu plus clair. La syntaxe qui est retenue, c'est celle qui est utilisée dans beaucoup de langages d'ailleurs, c'est celle aussi à peu près qui est utilisée dans TypeScript. TypeScript implémente déjà ce genre de mécanisme. Et c'est assez sympa pour les gens qui font du Angular, ils connaissent bien ça. Et c'est vraiment pas mal à utiliser. Donc là, l'idée, en fait, c'est que je vais décorer la classe A-class par un décorateur qui s'appelle classe décorateur, où je vais décorer une méthode par ce décorateur. Je pourrais déclarer une propriété, je pourrais décorer plein d'autres choses. Un petit exemple de code qu'on va s'amuser à modifier avec le décorateur. C'est en fait, là, j'ai juste un custom element. Un custom element, c'est juste une classe, hein, et je définis, je vais appeler un nouvel élément HTML, le click P, d'accord, qui ne fait pas grand chose. Quand je clique dessus, ça affiche cliquer. C'est très intéressant. C'est du React, hein, presque. Voilà, il n'y a rien de bien méchant. Si on peut imaginer fabriquer des décorateurs qui nous permettraient d'un petit peu de faire quelque chose d'un peu plus élégant. Ici, plutôt que d'avoir systématiquement à définir un élément textuel, enfin un nom d'élément pour
pour mon nouveau component, bah, je vais pouvoir juste le décorer. C'est un décorateur qui n'existe pas. Hein. Je vais vous montrer le code qui pourrait correspondre à l'usage de ce truc-là. Et je dis juste que là, je vais définir un élément qui s'appelle clickP. Pareil, l'événement, plutôt que de l'ajouter, je voyais précédemment, je l'ajoutais via un add event listener au moment où je fabriquais mon constructeur. Enfin, je fabriquais mon élément, je l'instanciais. Ben là, je vais lui dire, ok, ben, au bon moment, en fait, je vais rajouter cet événement, ce handle click, comme étant l'handle de l'événement click. Ok. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt sympa. Et c'est suffisamment sympa, c'est exactement la façon dont fonctionne Angular. Et il y a aussi une autre petite librairie qui est assez sympa, qui s'appelle LitElement, qui est fait par les gens de chez Polymer, qui utilise exactement la même chose, c'est du TypeScript, qui utilise exactement la même syntaxe, et c'est vraiment pas mal. Et à écrire, du coup, c'est relativement simple. Pour définir les éléments, en fait, il y aura un mot-clé qui s'appelle décorateur. Décorateur, je définis là, le élément, ça correspond à mon décorateur élément. Je vais tout simplement lui dire que lorsque je register, en fait, quand la classe est créée, alors que la classe est je register, ça doit être au moment de, je sais plus à quel moment c'est. Oui, c'est lorsque la classe est créée. Lorsque la classe est créée, je vais tout simplement définir mon custom élément. Voilà. Donc ça, c'est fait via ce décorateur. Et sur l'autre événement, lorsque la classe est initialisée, alors instanciée en fait, à l'instanciation d'un nouvel élément, à ce moment-là, je vais rajouter un event listener sur cet élément-là. Donc voilà, donc je définis, en fait, il y a des décorateurs de décorateurs, c'est un peu compliqué, mais c'est rien de bien méchant. Ici, c'est des cycles de vie, je peux me brancher sur le cycle de vie de la classe, de l'objet que je veux décorer. Donc j'ai wrap, c'est pour transformer complètement à l'utilisation, au moment où je vais utiliser soit la méthode, soit la classe, je transforme complètement la classe ou la méthode. Register, c'est quand la classe elle est créée, je vais pouvoir agir dessus. Expose et initialize, expose c'est à peu près la même chose, mais pour des champs privés. Et initialize, c'est le moment où je vais instancier, au moment de l'instanciation de la classe. Voilà. Et je rajoute juste un truc, c'est que Thomas vous a présenté les décorateurs. Il y a des manières à l'heure actuelle de le faire de manière moins élégante, mais on peut utiliser ce même pattern de décoration et par exemple on pourrait utiliser le pipeline operator pour venir mettre plusieurs décorateurs sur une classe ou sur une fonction. Voilà. J'avais oublié de le dire avant. Donc moi je vais vous parler du Global Sys. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai utilisé ça il y a 2 jours. Donc du coup, vous aussi, je pense que vous allez l'utiliser bien souvent. En fait, dans le cas actuel, quand on a une librairie qu'on va utiliser à la fois dans le navigateur et à la fois côté Node, dans le navigateur, on va avoir Windows, on va avoir aussi Self quand on est dans un worker. Il y a plein d'endroits où en fait le plus haut niveau global, en fait, ça va pas être la même variable. Donc typiquement, si vous avez du code qui se base sur Windows, quand vous allez le faire tourner dans du Node, ça va pas aller parce que dans Node, vous aurez uniquement global. Et donc ce que les gens font bien souvent, c'est qu'ils font un polyfill qui ressemble à ça, qu'il y a d'autres implémentations qui remettent en cause ce truc-là. Par exemple, je pense à l'implémentation de Mathias Binas, je crois, enfin je sais pas comment dire son nom, mais j'imagine que c'est ça, qui justement a fait tout un article, etc. Donc je développerai pas là-dessus. Et du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est simplement, plutôt que d'avoir ce polyfill qui va nous retourner justement une variable globale qui va être valable aussi bien dans le navigateur que dans Node, par exemple, on peut tout simplement utiliser Global Sys et ça sera toujours valable. Et ça, c'est disponible dans Node actuellement, dans Node 12, je crois peut-être même avant, et aussi dans Chrome. Alors, autre proposal que j'aime bien, moi j'aime bien les trucs de syntaxe de base dans le langage, c'est le optional chaining. On verra après, qui s'appelle aussi le Elvis operator. Donc l'idée c'est que souvent on va devoir aller chercher dans ce qu'on appelle un arbre d'objets pour récupérer des valeurs grâce à l'opérateur point. Sauf que si on se retrouve quelque part dans cet arbre-là avec une valeur undefined, vous avez la magnifique erreur très connue que vous avez tous les jours qui vous dit
blablabla, quelque chose of undefined. Voilà, c'est un peu embêtant. Surtout que des fois, c'est plutôt normal qu'une valeur soit optionnelle. Et ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va venir stocker le résultat dans une valeur intermédiaire, on va venir vérifier que ça existe, et qu'en fonction de si ça existe ou pas, on va effectuer un traitement. On peut le voir là par exemple si on récupère un input et qu'on vérifie si on récupère bien cet input ou pas, par exemple un input optionnel. Et donc l'idée du Elvis opérateur, c'est de venir justement dans cette chaîne, ou le optional chaining, mettre un point d'interrogation pour dire cet élément-là, potentiellement il ne sera pas valorisé. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ça va faire ce qu'on appelle du fail-safe, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'erreur, et en fait, l'expression va nous retourner undefined. Voilà. Alors, il y a plusieurs utilités à ça. Souvent, maintenant, on travaille avec des API où il y a des valeurs qui sont soit undefined, soit nulles. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui font du GraphQL. Si un élément n'est pas présent, on va se retrouver avec comme valeur nulle pour cet élément. Donc, c'est très utile pour tout ce qui est requêtage d'API. C'est utile aussi si on veut faire des petits polyfills à la main, vérifier en fait l'existence d'une fonctionnalité dans le navigateur, parce que comme Thomas le disait, en fonction des navigateurs ou en fonction des versions de Node, on n'a pas tout le temps les mêmes éléments dans l'API standard. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir venir vérifier si une fonction est présente ou pas sur, par exemple, l'élément global dont a parlé Charlie juste avant. Petit quiz, est-ce que vous savez comment s'appelle la personne qui a créé JavaScript? Ouais, Brendan Eich. Et vous savez en combien de temps il a créé le langage? Ouais, 10 jours. Enfin bon, c'est la légende, après je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air d'être à peu près vrai. C'est vrai, tu le connais? Tu lui as demandé? Ok, tu y étais. Et en 10 jours, je ne sais pas si vous avez fait déjà une lib de gestion de date, c'est quasiment impossible. Enfin, rien que la lib de gestion de date, il faut plus longtemps pour la faire. Et donc, il n'a pas voulu la faire. Donc, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Il a demandé à quelqu'un d'autre de la faire, je ne me rappelle plus qui. Et globalement, à ce moment-là, c'est le pourquoi du nom du JavaScript. Hein, c'est parce que Java était à la mode et même ils étaient soutenus par... Enfin, il y avait un petit truc avec Sun à l'époque. Et il a dit tout simplement, t'as qu'à faire la même API que Java, mettre les règles Java. C'était en 1995. Donc c'était java.util.date, et java.util.date a utilisé deprecated à partir de 97. Donc en fait, ça a été... Voilà. Et nous, on est toujours dessus, en JavaScript. Donc un truc qui est... Les javaïstes, je ne veux plus en entendre parler, ça n'existe plus depuis... voilà, je ne compte même pas. Ça n'a pas beaucoup existé et c'était quasiment inutilisable. En gros, les time zones sont ultra mal gérées, les données, les dates sont mutables, le parseur il fait des choses super bizarres, on ne peut absolument pas gérer les calendriers non grégoriens. Bref, il y a plein de choses qui sont pas terribles dans la gestion des dates. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on utilise des outils au-dessus. Hein, vous avez utilisé peut-être Moment, quelle horreur. Ou DateFN, DateFNS, il y en a quelques autres qui sont plutôt sympas. Donc il y a un nouveau truc qui devrait arriver assez vite, j'espère, en tout cas dans JavaScript, qui est Temporal. Temporal, c'est une nouvelle gestion des dates, et l'idée, c'est d'avoir deux entités qui sont assez séparées. Un truc qui s'appelle Civil Date, Civil Time et Civil Date Time, qui est gestion de date sans se préoccuper de l'UTF. Donc c'est vraiment quand on a des choses en très local, je veux juste gérer le temps à l'endroit où je suis, et ça va plutôt bien marcher, et j'ai des outils pour gérer les dates autour de ça. Pour ce qui est il y a un autre, pour ce qui est des dates avec une zone, il y a deux éléments, il y a une zone date time et instant. Donc il prend lui en entrée, on peut le créer d'une manière différente, mais ici forcément un big int. Alors, ils n'ont pas fait l'erreur d'avoir que un int parce qu'en fait c'est le temps depuis 1970, etc. Donc un big int, ça permet d'être un peu plus précis. Voilà. Ça permet de faire des choses qui sont sympas, tout ça, et j'espère que ça va donner quelque chose d'un peu plus solide pour les dates. Et voilà. Ça n'empêchera pas ça va être assez sommaire, hein, l'API qu'il y a dessus. En gros, il va y avoir il y a une méthode plus, une méthode moins pour le nombre d'éléments qu'on veut, ce genre de choses. Ça, c'est simple.
mais au moins ça résout tous les problèmes qui sont là, et derrière ça permettra de faire des choses plus costauds pour la gestion des dates. Justement, on reste dans le thème des dates. Et qui ici a déjà utilisé l'API INTL? Ouais, ok. Donc du coup, ça, on parlait de, voilà, de manipuler des dates, etc. Et souvent dans un site web, on va devoir formater des dates. Donc par exemple, des intervalles de dates pour, je sais pas, une réservation d'hôtel ou que sais-je. Et donc ce qu'on fait actuellement, enfin ce que moi je fais par exemple, c'est qu'on va le formater à la main. Sauf que ça, en fait, on va avoir des problèmes en fonction de la langue, de la localisation. On va avoir peut-être des bouts qui se répètent, etc. Ça va être compliqué à gérer en fait. Et INTL, ce que ça apporte, c'est que ça va apporter le support de la localisation. Donc déjà, tout va être dans le runtime, dans le browser ou dans Node. Vous n'allez pas avoir à charger une lib, etc. Et là, l'exemple que j'ai pris, c'est par exemple le format range. Donc, dans le premier exemple, on crée nos deux dates, on utilise datetime format pour justement avoir la localisation. Donc là, par défaut, ça va être EN, donc ce sera ENUS, et là, donc, un intervalle de date. Si on utilise format range, ça va être simplement le datetime format, l'objet renvoyé, point format range des deux dates, et ça va faire l'équivalent. L'avantage, comme je l'ai dit, du coup, en fonction de votre local, le résultat sera toujours bon en fait. Et vous n'aurez pas à avoir toute cette complexité de gérer à la fois si vous êtes par exemple ENUS ou ENUK ou que sais-je. Un tout petit truc, juste, je vois sur les slides d'avant, ça c'est magnifique hein, en JavaScript, le janvier égale 0. Donc, avec temporal, ça sera 1. Ouais. Big win. Encore de la syntaxe. C'est la dernière. Je ne reviendrai plus après. Donc la slice notation. Alors celle-là, je l'aime vraiment bien. Ce qu'elle permet de faire, c'est généralement quand on va vouloir travailler avec des tableaux, quand on va vouloir par exemple sortir un bout du tableau, on va utiliser généralement l'API slice. Voilà. C'est plutôt bien nommé, on prend une part de ce tableau. Donc l'API slice, elle a différentes manières d'être appelée. Elle peut être appelée avec un paramètre, elle peut être appelée avec 2 paramètres, et elle a certaines ambiguïtés. Par exemple, si je dis slice de 6 sur une chaîne, en fait, les ambiguïtés, ça va être de se dire, est-ce que, dans ma tête, est-ce que je me dis ça part de 0 et ça va jusqu'à 6, ou en fait ça part de 6 et ça va jusqu'à la fin. Et puis, il y a même si donc là, après on peut donner un deuxième paramètre, par exemple si on ne veut pas aller soit du début jusqu'au milieu ou du milieu à la fin, et de dire bah, je veux commencer d'ici et je veux, ça veut dire quoi en fait le deuxième paramètre? Est-ce que c'est une borne de fin? Est-ce que c'est un nombre d'éléments? En fait cette API elle est assez ambiguë. Instinctivement, on ne la comprendra pas forcément, on va avoir besoin de lire la documentation pour être vraiment sûr de comment utiliser cette méthode. Donc là l'idée de la slice notation, c'est de venir proposer non plus une fonction, mais une syntaxe directement pour travailler avec les tableaux, qui vient résoudre ces problèmes-là. Donc elle fonctionne avec des 2 points, où en fait on va venir décrire cette part qu'on veut récupérer avec, là c'est plus ambigu du tout, c'est des bornes, et on vient dire je veux de tel élément, donc le premier élément par exemple là, et je vais jusqu'au 3e élément. Et donc là ça nous prend bien B et C. Donc c'est alors c'est exclu, enfin non c'est inclus, enfin à l'intérieur des bornes. Voilà, c'est bien des bornes. Donc voilà, donc ça tout de suite c'est plus explicite, on a plus cette ambiguïté. Et alors il y a quelque chose en plus qui n'est pas présent sur les slides si je dis pas de bêtises, c'est le fait de pouvoir rajouter un paramètre donc optionnel qui est le step. Par défaut, le step il est de 1, c'est-à-dire qu'on va prendre à l'intérieur de cette borne les éléments un à un. Et en fait là l'idée c'est qu'on pourrait dire, on peut dire je veux un step de 2. Donc du coup ça va pas prendre les éléments un par un et ça va sauter. Donc là par exemple on lui dit de 1 à 4 avec un step de 2 ça va nous prendre uniquement B et D. Voilà. Ça va être utile pour ceux qui font des maths. Qui fait des maths ici? Pas moi. Je ferais bien, mais qui en fait? Ok. C'est très utile pour travailler avec les matrices, si j'ai bien compris. Où là, l'idée, ça va être de se dire dans une matrice,
si je sais que j'ai des colonnes avec à chaque fois 3 éléments, bah, pour pouvoir récupérer tous les éléments d'une colonne, et ben en fait on va dire je prends toute la taille de ma matrice avec les bornes et on va mettre un step de 3 et du coup ça va nous retourner en fait à chaque fois les éléments d'une colonne, donc sur un tableau multidimension. Je sais pas si j'ai été très clair sur ce point là. Voilà. Bigint, on en a parlé, enfin, on en a parlé tout à l'heure pour les dates. Et du coup, actuellement, avec Numbers, en fait, on est limité à 2 puissance 53, je crois, au niveau des entiers. Donc, ce qui fait que quand on a vraiment de très grands nombres, bah, du coup, on perd en précision. Par exemple, là, actuellement, si on prend ce nombre-là et qu'on fait x 123, ça fait ça. Là, on voit que c'est pas bon parce que 3 x 9, ça fait 27, on va avoir un 7 à la fin. Et là, on n'a que des zéros. Alors que si on prend Bigint, donc on va être obligé de mettre un n pour bien faire la différence. Donc là, ce nombre n fois 123n, là on va bien récupérer notre 7, on voit bien qu'on a gardé toute la précision. Et ça va être important dans certains cas. Je me souviens que Jérémy, tu travailles sur une appli, je crois, et vous étiez dit, on ne prendra pas JS parce que justement on perd en précision, on calcule des sous. Et voilà. Donc quand on calcule des sous, on a vraiment besoin de la précision. Et par contre, on n'a pas de bit décimal, ce qui fait que quand on va diviser des bigint, par exemple, je prends l'exemple de 5n divisé par 2n, ça va nous faire 2n. Ça ne va pas faire 2,5n. Ça va arrondir à 0. Parce qu'il y a justement, il n'y a pas la précision au niveau des digits qui sont au niveau de la fraction. Et du coup, bah, alors comme Thomas le disait au tout début, là on vous a présenté vraiment genre rien des proposals qui sont sur le GitHub de TC39. Donc vous pouvez aller toutes les regarder. Il y a la spécification, il y a plein d'issues ouvertes par les gens qui discutent des proposals. Il y a des trucs très rigolos. On vous a pas forcément présenté les plus marrants. Mais il y a des propositions plutôt sympas. Donc il ne faut pas hésiter à être curieux et à aller voir. Et merci beaucoup à vous.